Bonjour, cher Jérôme Fourquet. Bonjour. Un coup d'œil au nouveau rolling de ce début de semaine et quelle est la première leçon que vous en tirez? Alors, rappelons à tous nos téléspectateurs et auditeurs, hein, le principe du rolling, c'est-à-dire que c'est un sondage en continu, donc on n'a pas de bouleversement spectaculaire d'une vague à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est quand on commence à avoir un peu de recul, comme sur ce dispositif maintenant, c'est de voir si des tendances se dessinent. Et là, la tendance qu'on observe, c'est un nouveau tassement de la liste présidentielle conduite par Valérie Hayé à 17%. Alors, je dis c'est pas spectaculaire, on était à 17,5 lors de la dernière livraison, mais si on remonte au début du rolling, c'est un recul de 2 points. Mmh. Et la courbe, Précédente interview que nous avons fait ensemble. tout à fait, la courbe commence à se préciser Ouais. et à se dessiner. Donc ça, c'est le principal enseignement, avec à la clé deux points de fragilité extrême pour cette majorité présidentielle. D'abord, l'écart qui devient spectaculaire avec le score dont est créditée la liste de Jordan Bardella, 31,5% des voix. Ouais, alors un petit peu en baisse par rapport à il y a 15 jours, par exemple. Tout à fait, mais vous voyez, ça qui fait est, 31,5 contre 17. Mmh. Hein, donc là, si ces scores-là sortent des urnes le 9 mai, c'est colossal comme défaite. Et puis l'autre risque pour la majorité présidentielle, c'est l'écart entre la liste de Valérie Hayé et celle de Raphaël Glucksmann, où on est à 17-12. Et on n'est pas là très loin des marges d'erreur, hein, puisqu'elles sont à plus ou moins 2 points. Et donc il y a aussi la menace éventuelle que Raphaël Glucksmann, bénéficiant d'une dynamique de vote utile à gauche, vienne challenger la liste présidentielle. Alors justement, on va revenir justement, on va faire un arrêt sur image sur ces courbes et sur ces trois premières courbes dont vous venez de parler. Je vais prendre la deuxième et la troisième. Donc celle de Valérie Hayé, créditée donc au dernier rolling, celui dont on parle, hein, de 17%, et celle de Raphaël Glucksmann qui est créditée de 12%. Je ne parle pas de la courbe, mais du point, en tout cas, sur lequel, de notre point de départ, qui évoluera peut-être qui aura évolué quand certains téléspectateurs regarderont cette émission. Mais il y a un point intéressant que vous avez souligné dans les rollings. Ce qui est intéressant, c'est les tendances. Donc, on voit que la courbe de Valérie Hayé descend et que la courbe de Raphaël Glucksmann monte. Est-ce qu'elles peuvent se croiser? Alors, c'est pas exclu, hein, sachant que 5 points d'écart, quand même. Oui, la courbe de Raphaël Glucksmann, on a commencé à 11%, donc c'est à 12, c'est une progression qui est assez timide. Mais c'est surtout celle de Valérie Hayé qui baisse. Alors, on rappelle le principe des marges d'erreur, hein, c'est plus ou moins 2 points sur des outils de ce type. Donc, le haut de la fourchette de Glucksmann et le bas de la fourchette de Hayé pourraient se tangenter. Si on est dans ces cas-là, Glucksmann ferait 14% et Hayé ferait 15%. Alors, il faudrait que Hayé soit dans le plus bas de sa fourchette et Glucksmann dans le plus haut. Mais rappelez-vous, le 21 avril 2002, si on reprend les sondages, voilà. Donc ce phénomène n'est pas à exclure, sachant qu'il reste encore du temps à la campagne. Et ce phénomène sera d'autant moins à exclure si les tendances qui semblent commencer à se dessiner se confirmaient, c'est-à-dire une baisse de Valérie Hayé et puis une dynamique de vote utile autour de Raphaël Glucksmann. Sur le vote Glucksmann, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment se comportent les électeurs de gauche qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. On rappelle son score assez significatif, 22% des voix, qui s'était fait au prix d'une très forte logique de vote utile. Et Mélenchon avait capté et rassemblé derrière lui beaucoup d'électeurs de gauche, l'écrasante majorité des électeurs de gauche, y compris ceux qui ne partageaient pas toutes ses positions. Aujourd'hui, quand on regarde comment se distribueraient ces voix mélenchonistes de la présidentielle, il y en aurait autant qui voteraient pour la liste insoumise, donc canal historique, si je puis dire, que d'électeurs qui voteraient potentiellement pour Raphaël Glucksmann, autour d'un tiers dans chacun des cas. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que Raphaël Glucksmann va être en capacité d'apparaître comme celui qui peut rassembler une gauche social-démocrate, rassemblant à la fois des déçus du macronisme, mais aussi des électeurs de gauche et écologistes qui pourraient, notamment sur l'agenda européen, voter pour lui. Et donc là, la dynamique, dans ce cas, pourrait être enclenchée. Pour revenir donc à votre question, ça pourrait être une difficulté supplémentaire pour la liste
présidentielle. Scénario qu'on ne doit pas exclure quand on regarde ces chiffres, c'est que les mêmes causes produisant les mêmes effets, on assiste dans la dernière ligne droite, comme en 2019, à une entrée dans l'arène électorale beaucoup plus marquée du président de la République lui-même, qui, voyant sa liste être en difficulté, décide de monter sur le ring et d'affronter la... Justement, sur ça, Jérôme Fourquet, est-ce que la baisse de Valérie Ayé est à corréler avec la baisse de popularité d'Emmanuel Macron? Ou question inverse, est-ce que justement la montée sur le ring d'Emmanuel Macron peut bénéficier à Valérie Ayé? Est-ce qu'elle ne peut pas lui nuire? Alors, je ne pense pas que ça puisse lui nuire. Je pense Pourquoi? Je pense qu'elle est peu connue, mais elle est identifiée comme étant la liste du président, si vous voulez. Et donc, quitte à être identifié comme la liste du président, autant que le président s'implique, parce que il n'échappera à personne que en cas de déconvenue le 9 juin au soir, ce sera à lui que les résultats seront imputés, et donc la stratégie du fusible ne marchera pas du tout. Là où il y aurait pu avoir un choix intermédiaire, c'était de faire monter au front le Premier ministre, Gabriel Attal, qui a commencé, mais ce sera peut-être pas suffisant. On voit dans le baromètre IFOP-JDD qui a été publié hier que la cote de Gabriel Attal, alors c'est pas des intentions de vote, c'est une cote de popularité, se situe à 40%, donc on peut dire que c'est pas si mal, mais c'est déjà quasiment 10 points de perdu. Il a une baisse. Il est en baisse. Et donc là, moi je trouve que ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on avait connu lors de la dernière élection européenne, où à l'époque Nathalie Loiseau était assez peu connue du grand public, comme l'est aujourd'hui Valérie Ayé. Elle était tête de liste du parti macroniste, et que face à la difficulté que connaissait cette liste, c'est Emmanuel Macron en personne qui avait dû, si vous voulez, remonter les manches et aller à la bataille dans la dernière ligne droite de cette campagne européenne. Et pour que la liste, à l'époque de Nathalie Loiseau, finisse avec une performance relative, avec un point de retard seulement sur la liste déjà de Jordan Bardella, mais là vous voyez que le point de départ est tout autre. Quand je dis ça ressemble, c'est pas les niveaux qui ressemblent, parce que là, à 31 contre 17, on est sur des écarts qui sont beaucoup plus spectaculaires qu'ils ne l'étaient il y a 5 ans. Alors, Nicole nous dit, mais qui peut encore voter pour le Parti socialiste ? Alors, peut-être pas les auditeurs ou les spectateurs du site du Figaro, manifestement. Peut-être certains. Peut-être pas ceux qui s'expriment. Pas ceux qui s'expriment. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, on a une partie de la gauche qui se reconnaît dans Raphaël Glucksmann. On est sur un revival, si je puis dire, d'une certaine gauche social-démocrate, premièrement. Deuxièmement, des déçus du mélenchonisme. Troisièmement, rappelons que Raphaël Glucksmann n'appartient pas au Parti socialiste. Et donc, pour répondre à la question de votre internaute, ces électeurs ne vont pas voter PS. Ils vont voter Glucksmann. Ils vont voter Glucksmann. Ça, c'est très important à avoir à l'esprit, avec un candidat, Raphaël Glucksmann, qui est bien identifié sur un certain nombre d'enjeux européens. La question de l'Ukraine, la question de l'intégration européenne, sur lequel il s'est pas mal investi. Et donc, on est bien là sur un vote pour une personne, plus que pour un parti ou un état-major. Ce qu'il faudra que le PS ait en tête, si d'aventure Raphaël Glucksmann fait une belle performance. Enfin, on peut lui faire confiance pour rappeler au PS que c'est à lui d'abord qu'on devra cette victoire. Si victoire il y a. Tout à fait. Est-ce que, quand on regarde un petit peu le rapport de force, Jérôme Fourquet, on voit bien que ce rapport de force aujourd'hui est nettement favorable à la droite, avec une prime d'ailleurs aux droites conservatrices et nationales. Ce que vous mettez également vous faites ressortir dans votre rolling. Mais en vous écoutant, on s'aperçoit qu'il y a quand même encore la persistance d'un vrai bloc progressiste et d'une dynamique progressiste dans l'électorat. Alors, la question, c'est la notion de bloc. Est-ce qu'il y a un bloc ? Parce que ça dépend à quoi on se compare. Si on prend comme dernière photographie la présidentielle puis les législatives, avec la création mélenchoniste de la NUPES,
on commençait à pouvoir parler d'un bloc. Aujourd'hui, on a 4 listes de gauche, et donc on a parlé abondamment du score de Glucksmann, mais c'est jamais que 12%, quand la liste insoumise est à 7 et les écologistes à 7,5. Donc c'est plutôt, de nouveau, une gauche qui est écartelée et éparpillée, une gauche qui ferait un bloc. Donc la gauche n'a pas disparu dans le pays, elle est divisée, et la question qui se pose à l'occasion de ces européennes, mais on voit déjà se profiler les échanges ultérieurs avec les meetings annulés de Jean-Luc Mélenchon, les coups de com' de François Ruffin, etc., etc. C'est l'idée qui sera en capacité d'incarner un éventuel leadership à gauche. C'est pour ça que ces élections européennes sont importantes. Alors, dans le dernier rolling, on voit également que LFI a une tendance à la fois étale et plutôt, même presque plutôt baissière. Est-ce qu'un électorat de banlieue peut massivement se mobiliser pour la liste Aubry, et notamment à la faveur du conflit au Proche-Orient ? Alors c'est sans doute le calcul que fait l'état-major insoumis, d'où les prises de position réitérées de Jean-Luc Mélenchon et d'un certain nombre de ses lieutenants. Petite parenthèse, on voit que lui descend dans l'arène. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas Manon Aubry faire la campagne. C'est lui qui monopolise toute la scène, comme il sait le faire. Manon Aubry et Rima Hassan. Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan. Exactement. Donc là-dessus, avec comme s'il y avait un pendant, Marion Maréchal, Éric Zemmour d'un côté, et Mélenchon, Rima Hassan de l'autre. Voilà, et sachant que là, on joue sur des scores de 5 à 7% pour l'instant. Avec ce qu'on s'était dit quand nous nous étions vus il y a 15 jours, 3 semaines, l'idée que les mélenchonistes sont persuadés que s'ils ont raté la présidentielle, c'est parce qu'il leur a manqué une part des abstentionnistes de banlieue, et que ces abstentionnistes de banlieue sont gagnables à la cause, notamment si on parle cru et dru, pour reprendre leur expression, sur la question palestinienne, sur la question des violences policières. Donc vous voyez qu'ils sont déjà, et encore et toujours, dans la logique de la présidentielle. Au regard des chiffres, on n'est pas du tout convaincu, en revanche, que ce type de discours soit de nature à dégeler, comme on dit, les abstentionnistes, notamment en banlieue, puisqu'on mesure toujours une intention de participer à ce scrutin qui est très faible, aux alentours de 44-45%, et avec un score de ce type, au niveau national, ça veut dire des niveaux d'abstention qui seront allègrement au-dessus de 55%, voire 60% dans les banlieues. C'est la question d'ailleurs qui est posée sur le site du Figaro. Irez-vous voter aux élections européennes ? Je reviens justement au titre de cette partie, Jérôme, puisqu'on voit monter le score potentiel de Raphaël Glucksmann. Est-ce que on revient au clivage droite-gauche ? Alors, on n'en est pas encore là, comme je vous le disais. La gauche est très divisée. Vous avez parlé d'un bloc tout à l'heure. Moi, j'utiliserais plutôt l'idée d'une addition ou d'une somme. Et donc, le total des voix de gauche, c'est encore d'un archipel. Voilà, on est aux alentours de 28%, donc ce qui est quand même assez faible pour la gauche. Pour ce qui est, donc voilà, pour le retour de la gauche, et pour le retour de la droite, on voit où se situe aujourd'hui la liste Bellamy à 8%. On rappelle que la petite UDI, les centristes de droite qui, en 2019, avaient fait leur propre liste, part cette année en alliance avec les macronistes, et que même si les macronistes, aujourd'hui, sont en difficulté, c'est qu'il y a quand même un groupe central à 17%. Donc on ne voit pas dans nos chiffres de comeback du vieux clivage gauche-droite, en tout cas incarné par le fameux duopole PS-LR, qui, vous voyez, à deux, ça ferait 20% des voix au moment où on se parle. Quels sont les atouts sur lesquels, on en parlait tout à l'heure, Marion Maréchal peut encore compter ? Alors, les atouts, peut-être commençons d'abord par les fragilités de cette liste, puisqu'elle se situe à 5,5% des voix. Si on était au football, on dirait qu'ils sont quasiment relégables, c'est-à-dire qu'en dessous de 5%, vous n'avez pas d'élus. Et si jamais ce score était franchi dans les intentions de vote, ce serait un très mauvais signal, parce que la grande fragilité réside dans le fait que autant d'électeurs d'Éric Zemmour à la présidentielle envisagent de voter Bardella que d'électeurs de ce courant qui envisagent de voter pour la liste Reconquête. Et donc, moi, je vois plutôt des fragilités que des points d'appui. Ce sur quoi elle peut compter, elle,
c'est qu'elle est personnellement identifiée, et puis également que Éric Zemmour avait su créer, agréger autour de lui un courant politique avec j'allais dire, un groupe de fans, de gens qui le suivent, qui le lisent, qui achètent ses livres, qui le suivent en meeting. Donc il y a un noyau dur qui reste là, mais il est probable que la machine à broyer qui s'appelle le vote utile puisse s'enclencher au détriment de cette liste 1. Une autre des questions qu'on pose dans ce rolling, hormis la question de l'intention de vote, c'est le pronostic de victoire. Et donc il est intéressant uniquement pour une seule chose, c'est pour un peu mesurer quelle peut être la dynamique du vote utile, parce que vous ralliez un candidat si vous pensez qu'il est en perspective de victoire. Et la liste Bardella est créditée de 45% de pronostic de victoire. Justement, et ça sera ma dernière question, la semaine a été marquée par une bascule selon certains instituts de l'électorat retraités pour Jordan Bardella. Est-ce que vous observez le même phénomène? Question subsidiaire, mais quelque chose qui me frappe, c'est que d'habitude, l'électorat Rassemblement National souffre beaucoup aux élections européennes, sauf peut-être celle de 1984 qu'il avait vu émerger, parce que son électorat n'a pas tellement l'habitude de se mobiliser pour ces élections. Et là, ça aurait changé. Alors, pour ce qui est des retraités, dans la livraison du jour, on est à 23% pour Jordan Bardella, donc c'est pas son meilleur score. Et on voit que c'est la tranche d'âge où il est le plus faible. Cependant, c'est une tranche d'âge absolument stratégique, parce qu'elle, sur un scrutin comme les européennes, on s'abstient beaucoup. Les 65 ans et plus peuvent facilement représenter 40 à 45% des votants. Et donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'être très faible dans cette tranche d'âge-là. Et par rapport au scrutin précédent, Jordan Bardella a plutôt cranté dans cet électorat, même si ce n'est encore qu'un quart des voix. Est-ce que le RN va souffrir d'un déficit de mobilisation de son électorat? C'était déjà moins le cas en 2019, quand il était sorti en tête. Et je reviens du coup à ma question du pronostic de victoire. Quand quasiment un électeur sur deux, toutes tendances politiques confondues, anticipe une victoire du RN dans ce type de scrutin, tout ça ne peut que motiver et donner du baume au cœur à une partie de son électorat. Donc il a plutôt un électorat qui est sûr de son choix et qui est plutôt... la sûreté du choix et la sûreté du pronostic, un effet mobilisateur. Un mobilisateur sur les troupes. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à vous. Jérôme Fourquet, le rolling IFOP est à retrouver sur le site du Figaro et bien évidemment sur le site de l'IFOP. On n'oublie pas, bien sûr, de recommander la lecture du dernier livre de Jérôme Fourquet, La France d'après. C'est un tableau politique que vous retrouvez au Seuil et bien sûr qu'on recommande, qu'on ne recommandera jamais assez. Merci beaucoup.